à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV. Je suis accompagné aujourd'hui de Damien Canivez. Ça va Damien? Ça va, vous êtes toujours en forme, toujours sémillant. Ah toujours... on essaye. Vous toussiez un petit peu avant, il n'y a rien, il n'y a pas de, non, maladie. C'est pas un chat, c'est une litière que j'ai dans la gorge. Là. Petite litière. Alors éclaircissez la vie de cette litière parce qu'il va le falloir pour notre invité du jour que vous allez reconnaître. C'est un homme de brume et de lumière qui trouve ses racines aux confins des prairies canadiennes. Sa carrière hors norme de chanteur, compositeur, interprète s'étend maintenant sur plus de 5 décennies. Un artiste polyvalent qui écrit ses albums, signe des musiques de films, multiplie les collaborations et joue même dans les comédies musicales mythiques. Et ça tombe bien, car la plus célèbre d'entre elles s'apprête à faire un retour tonitruant samedi soir sur M6. Bonjour Daniel Lavoie. Bonjour. Ravi d'être avec vous. Je vous en prie, c'est un honneur de vous recevoir parce que 25 ans après Notre-Dame de Paris, ce sera les grandes retrouvailles samedi soir sur M6 en prime time. Vous allez retrouver l'intégralité du casting original de cette grande aventure. Hélène Ségara, Garou, Patrick Fiori, Julie Zenati, Bruno Pelletier. Ça a été enregistré en août dernier à Québec. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes monté sur scène, là, avec tous vos copains? Ça a été quoi, la joie, l'émotion? Oui, l'émotion. Vous voyez de l'émotion, oui. Ouais. Beaucoup d'émotions. On s'est croisés avant de monter sur scène, évidemment. Et on s'est croisés avec grand bonheur, parce qu'effectivement, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vus, tous ensemble. Et de nous retrouver comme ça... On a reconnu qu'il y avait quelque chose de quand même magique qui s'était passé, un genre de petit miracle qui s'était passé avec Notre-Dame de Paris en 1998. Et 25 ans plus tard, ça se ressent encore. Ça faisait 25 ans que vous n'étiez pas remontés sur scène ensemble? On avait fait un peu moins parce que vous avez fait des tournées quand même. Il y a 15 ans à peu près, on a fait une série de tournées symphoniques, tous ensemble. Et ça a été encore une fois des retrouvailles merveilleuses. Et les automatismes reviennent rapidement lorsque vous vous retrouvez comme ça? C'est comme si vous vous étiez quitté la veille? Je vous dirais que oui. Vous savez comment... Vous le savez quand on retrouve des amis d'enfance, des amis d'enfance, on se retrouve les copains d'enfance. Les automatismes se replacent. Ça revient vite, tout le monde se replace, tout le monde reprend sa place. Celui qui parlait plus fort parle toujours plus fort. Celui qui disait rien ne dit rien. Et c'est toujours la même chose. Et les troupes comme ça, c'est pareil. On se retrouve les mêmes personnalités. Et bon, on n'a pas changé tant que ça. C'est drôle parce que est-ce que vous vous souvenez de votre casting, de comment vous avez été casté en 98 pour la comédie musicale? Vous connaissiez évidemment Luc Plamondon et Richard Cochian. Il y avait eu Sand et les Romantiques de Catherine Lara et Luc Plamondon que vous aviez fait avec eux. Oui. Comment s'était passé le casting? Vous vous souvenez? Vous étiez le premier choix de Luc Plamondon et Richard Cochian? Écoute, je vais vous dire ce que j'en sais. Parce que je ne suis pas dans le secret de tout ce qui s'est passé. Je sais que pendant l'été qui a précédé le début de la mise en production de Notre-Dame de Paris, j'avais fait un grand spectacle à l'honneur de Luc Plamondon, qui était déjà une big star. Bien sûr. Et j'avais chanté le blues du businessman. De Starmania. On m'avait demandé de chanter le blues du businessman, quelque chose que je ne chantais pas normalement. Et à la fin du spectacle, Luc était venu, m'avait pris dans ses bras, il m'a dit « J'ai senti quelque chose d'extraordinaire ». Et j'ai senti qu'il s'était passé quelque chose entre moi et Luc ce soir-là, d'assez exceptionnel. Et effectivement, quelques mois plus tard, j'ai reçu un téléphone de Luc qui m'a dit « Je cherche un prêtre pour un spectacle que je monte avec Richard Cochian. Est-ce que ça t'intéresse ?» Un prêtre. Il vous a pas dit quoi? Il vous a pas dit ça s'appelle Frollo? Il m'a pas dit tout. Il dit ben écoute Luc, on avait fait il y a pas tellement longtemps Catherine Lara. Je me disais bon, les comédies musicales en France c'est assez difficile. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais envoie-moi les chansons et puis je te dirai. Puis il m'a envoyé la cassette. À l'époque c'était des cassettes. Ouais, des cassettes. J'ai reçu la cassette, j'ai écouté les chansons et c'est Richard qui chantait toutes les chansons. Et c'était vraiment très intéressant. Mais vous avez dit oui tout de suite? Vous dites que c'était vraiment très intéressant. Vous avez hésité quand même un petit peu? Ah non, j'ai pas hésité beaucoup. Ah oui, j'ai pas hésité beaucoup. J'ai dit ça me donne très envie. Ça me donne très envie de me lancer dans ça. Si ça ne marche pas, je m'en fous. Au moins, je me serais bien amusé. Et puis voilà. 25 ans plus tard... Vous avez fait le bon choix. 25 ans plus tard, on peut le dire. Je sais qu'il y a quelques chanteurs à qui on a offert le rôle et qui ont dit non et qui doivent se un petit peu ronger les ongles maintenant. Ça arrive. Il y en a quelques-uns comme ça. On va poursuivre cet entretien avec vous, Daniel. Dans un instant, on va parler évidemment de Notre-Dame de Paris, de ses retrouvailles, du Pays des Congrès, évidemment, et de votre tournée solo qui arrive bientôt. Ce sera juste après les news médias de Damien Canivez.
Et on démarre, Damien, avec Complément d'enquête, l'émission de France 2, qui va sûrement beaucoup faire parler ce soir. Oui, en effet, France 2 dégaine un nouveau numéro de son magazine d'investigation ce jeudi à 23h. Et après s'être intéressé à la famille Lagardère, à l'Empire Drahi ou encore au fondateur de la société Banijé milliardaire Stéphane Courby, Complément d'enquête poursuit sa collection consacrée aux médias en s'intéressant cette fois-ci à CNews. Alors les journalistes se sont demandé si cette chaîne d'information en continu détenue par le groupe Bolloré ne suivait pas un agenda politique. Dans l'œil des caméras de France 2, plusieurs figures de proue de CNews. Pascal Praud, qui anime évidemment plusieurs émissions sur cette chaîne. Jean-Marc Morandini, qui assure la mi-journée. Et la chaîne précise dans son communiqué que d'anciens collaborateurs et des salariés actuels ont accepté de témoigner, de prendre la parole. En tout cas, il y a un visage que l'on ne verra pas dans cette émission, c'est celui d'Elisabeth Lévy, la directrice de la rédaction du magazine Causeur, intervient à plusieurs reprises et très régulièrement dans les émissions diffusées sur CNews en tant que chroniqueuse. Elle avait accepté à la base de répondre au micro de Tristan Walex, qui est le présentateur de Complément d'enquête, mais la direction de la chaîne Info a mis son veto et lui a refusé ce droit de témoigner face à ce journaliste, parce que vous le savez, il y a une plainte entre France Télévisions et CNews actuellement. Absolument. Ce sera Philippe Ballard du RN qui sera à sa place dans le fauteuil rouge ce soir. Voilà, c'est une info que je vous donne. Vous avez plus d'infos que moi. En tant que chanteur, évidemment, j'imagine que vous êtes loin de tout ça, mais cette guerre des médias, ce qu'on appelle chaîne d'opinion, vous connaissez CNews, j'imagine, aussi, ces chaînes d'opinion qui maintenant font de l'info et font aussi de l'opinion politique. Ça veut dire que la société est crispée, un peu polarisée. Ouais. C'est partout pareil. Ouais. Non, c'est pas les journaux d'opinion existaient. À la télé, c'est plus récent, on va dire. Je crois que les Américains ont donné un peu la direction, parce que si on regarde MSNBC, Fox News... Et Fox depuis plusieurs années, et toutes les chaînes qui font de l'opinion, qui sont des grandes chaînes de télé aux États-Unis, je crois qu'ils ont donné le ton, Et il y a certains pays qui ont décidé que, pourquoi pas. Si eux peuvent le faire, on peut le faire. Mais bon, j'y connais pas grand-chose, c'est pas ma spécialité. Et pour vous, c'est pas gênant qu'il y ait des chaînes d'opinion, que ce soit droite, gauche, peu importe, non. À partir du moment où on sait ce qu'on regarde, je préférerais beaucoup que tout le monde soit très impartial et donne une opinion sincère et honnête, et qu'on soit juste et équitable envers tout le monde. Mais il ne faut pas rêver. Avec beaucoup d'émissions de variété où on peut vous entendre aussi. On continue CNews Média, Damien, avec Santin, la chanteuse qui s'est exprimée sur le Téléthon dont elle est la marraine. Oui, effectivement, la chanteuse a en effet accepté d'endosser le rôle de marraine à l'occasion de cette 39e édition du Téléthon diffusée les 5 et 6 décembre prochains sur France Télévisions. Et cette artiste se trouve actuellement en pleine polémique en raison des récentes accusations de Cyril Hanouna. Dans son émission Tout beau tout neuf sur W9, l'animateur a accusé Santa d'avoir écarté Vita et Slimane de cette opération caritative. C'est faux, a répondu la marraine. C'était hier au micro d'Europe 1 face à Thomas Hill. Elle a répété ce que France Télévisions a indiqué à travers un communiqué de presse. Ce n'est pas elle qui fait la programmation de cette émission. Et par ailleurs, elle se dit blessée par cette polémique car, je cite, « salir une mission telle que le Téléthon, c'est pour moi impardonnable ». Absolument. Il y a de la politique même dans le showbiz. Même dans le showbiz, il y a de la politique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émissions comme ça, caritatives. Le Téléthon, évidemment, est très important. Je pense également aux Enfoirés, la troupe des Enfoirés qui soutient les Restos du Cœur depuis 30 ans, avec Jean-Jacques Goldman pendant longtemps. Est-ce que c'est le genre de choses que vous auriez pu faire ? On vous a déjà proposé d'aller aux Enfoirés ? Votre copain Garou, Patrick Fiori, ils sont passés pendant longtemps. Oui. Vous y êtes allé de temps en temps ? J'étais au Canada à l'époque et non, ça ne s'est pas passé. D'accord. Mais vous le faites, vous chantez pour des associations comme ça régulièrement ? Très souvent. J'ai même fait dernièrement la nuit de la déprime de Brigitte Bardot au Folies Bergères. C'est pour les animaux. Je préfère pour les humains, mais quand même. Vous êtes proche de Brigitte Bardot ? Non, je ne connais pas. Vous la connaissez pas ? Je ne connais pas Brigitte Bardot. J'ai connu Jacques Chancel, je crois. Jacques Chancel, oui. Non, c'était pas Jacques Chancel. Pardon, son mari. Son mari. Oui, Jacques. le nom ne revient pas comme ça, mais oui. Qui se tenait dans le même café que moi à Mouffetard. Absolument, qui est décédé il y a 2 ou 3 mois. Et on s'est croisés souvent. Damien, oui. On termine CNews Média. Le chiffre du jour, c'est quoi, 0 ? Ah oui, 0, c'est pas bien élevé. Alors 0. Ça, c'est fou. C'est le pourcentage de la part d'audience enregistrée ce mardi par le talk-show intitulé On a du nouveau, qui est présenté par Claire Arnoux et diffusé à 18h30. Vous savez, c'est sur cette nouvelle chaîne de la TNT Novo 19. Alors au total, ce sont seulement 5000 téléspectateurs qui ont répondu présent. C'est pas énorme, ça en dit long sur... Alors en fait, 5000, ça fait 0 en fait. On peut pas le quantifier. Disons qu'on est dans la... on est dans la marge d'erreur de médiamétrie quasiment. Donc c'est difficile de savoir combien de téléspectateurs
téléspectateurs se sont vraisemblablement donc c'est 0% d'audience, quoi. C'est 0%. Quand même, on met 5000 personnes dans une salle, ça fait quand même une Ça fait du monde. C'est pas mal, ouais. On oublie parfois. Oui, on est tellement habitué des nombres énormes qu'on dit 5000, c'est rien, mais de chanter devant 5000 personnes, c'est impressionnant. C'est beaucoup. Alors on va quand même relativiser, pas forcément taper sur cette émission qui n'a rien demandé à personne, mais en moyenne, ils sont quand même 34 000 téléspectateurs à se rassembler devant ce talk show, ce qui est effectivement c'est important. C'est un stade. Bah voilà, c'est un tiers du Stade de France, on peut dire. Allez, 0,3% du public. C'est déjà pas mal, effectivement. Mais bon, c'est vrai que pour une chaîne, ça fait une faible audience. Vous y avez déjà eu comme ça des vrais revers, des échecs dans votre carrière, des salles pas remplies, ce genre, une émission que vous faites qui n'a pas d'audience. Ouais, ça vous arrive. Au début, surtout, parce que j'étais absolument inconnu, je me souviens, il y a quelqu'un qui aimait beaucoup ce que je faisais. Je viens de sortir un album, il m'a dit, Daniel, je te produis dans cette salle, tu viens. Et j'ai dit, bon, ben d'accord. Et je suis arrivé, avec mon spectacle, j'avais 3 musiciens, on est monté sur scène, et il y avait 5 personnes dans la première rangée. Il y avait personne, mais littéralement personne. Et même pas votre famille. J'ai fait gloops. C'était les gens de votre famille, les 5 personnes. C'était même pas de la famille. J'ai chanté, mais bien sûr. Bah oui, bien on a donné un très bon spectacle. C'est comme chanter pour les amis, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, je m'en souviens quand même. Ça fait 50 ans. Maintenant, vous remplissez des salles entières, Daniel. Ce n'est plus un problème. C'est terminé, Damien. Pour les news, il y en aura d'autres. Bien sûr, dès demain, on place au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Daniel Lavoie. Les grandes retrouvailles de Notre-Dame de Paris, ce sera samedi soir, ne manquez pas ça sur M6 en prime time, 25 ans après avoir marqué l'histoire de la chanson, la comédie musicale et son casting original est de retour avec vous, Daniel Lavoie, Garou, Patrick Fiori, Hélène Ségara, Julie Zenati, Bruno Pelletier, c'était le 20 août dernier au festival Super Franco-Fête, d'ailleurs à Québec. Comment s'est monté ces retrouvailles d'ailleurs? Comment ça s'est fait, Daniel? Qui avait pris cette initiative de vous réunir? Bien pouvoir vous le dire. Ouais, vous savez pas. On vous a appelé, on vous a dit on se retrouve, c'est ça? On m'a appelé un jour, on m'a dit on fait des retrouvailles à Québec. Ce que j'aime beaucoup, faire des retrouvaille à Québec, surtout l'été. C'est merveilleux. Dans ce festival qui est génial d'ailleurs. Ouais. Et j'étais très heureux de le faire. Et vous me demandez si moi j'étais ému. Celui qui était le plus ému, je crois, c'était Angelo, qui est le nouveau... Absolument, parce qu'il y a le casting, le nouveau casting qui vous a rejoint sur scène. Oui. Angelo Del Vecchio, qui admire Garou depuis très longtemps. Il n'avait jamais rencontré. Il a rencontré, il avait les larmes aux yeux. C'était très, très touchant. Et c'est vrai que les auteurs de Notre-Dame de Paris, Luc Plamondon et Richard Cochiant, étaient aussi présents. Comment ont-ils réagi lorsqu'ils vous ont vu monter sur scène? Ils étaient émus aussi, j'imagine. Mais j'ose croire. J'ose croire. Moi, j'avais les lumières dans les yeux. Je n'ai pas vu. Mais Luc, il est toujours ému, parce que c'est quelqu'un qui s'est hypersensible. Et puis c'est pareil pour Richard. Richard qui cache tout, mais on voit très bien qu'il est très ému. C'est ému aussi. Alors c'est vrai qu'il y a aussi, on va le voir, un très très beau passage de témoins sur scène, parce que vous avez parlé d'Angelo Del Vecchio, il y a Damien Sarr, il y a Gianmarco Schiaretti, il y a Jay qui ont partagé la scène avec vous. C'est eux qui font le nouveau casting. Voilà. C'est le signe que cette comédie musicale, elle va perdurer de génération en génération. Ben, j'ose croire. Si je regarde, d'année en année, il y a de plus en plus de monde qui veulent voir le spectacle. Cette année, Notre-Dame de Paris a tourné, je crois, pendant 9 mois en Chine. Des grandes salles tous les jours. Et en Corée, en Taïwan, et partout dans le monde. Donc, Notre-Dame de Paris est devenu un phénomène qui fait le tour du monde maintenant. C'est pas juste à Paris et en France. Mais comment vous expliquez que ce succès traverse les générations, traverse les âges sans prendre forcément trop de rides? C'est grâce à Victor Hugo ou bien c'est vraiment ce spectacle? Je pense que c'est les chansons, c'est l'histoire, c'est le texte. C'est vous J'aimerais bien vous dire le secret, parce que si je l'avais, tout le monde ferait une comédie musicale comme Notre-Dame de Paris. En fait, je crois que c'est un mélange de tout. C'est l'histoire de Victor Hugo, cette capacité de comprendre les stéréotypes et d'en faire une histoire un petit peu abracadabrante qui n'a pas beaucoup de sens, mais en même temps qui touche tout le monde. Et puis la mise en scène qui est remarquable, les chansons qui sont merveilleuses, et un cast qui se maintient d'année en année. Ça fait un spectacle qui est quand même
qu'il y a de la pêche, qui est encore très beau à voir. C'est des chiffres absolument dingues, vous en aviez parlé tout à l'heure, il y a plus de 10 langues, 10 traductions, 24 pays différents, il y a eu plus de 15 millions de spectateurs cumulés de Notre-Dame de Paris. Ça vous surprend encore le succès, 25 ans après, vous vous dites, c'est dingue que ça puisse perdurer comme ça? Ce qui me surprend, c'est quand on est à Shanghai ou à Pékin ou à Séoul. Vous allez retourner d'ailleurs en février. Bientôt, dans une très très grande salle. Et je ne sais pas si vous savez, on chante le temps des cathédrales en rappel à la fin. Oui. Ben, on est dans une salle comme ça. Et vous chantez en français, hein? En français, c'est en français. Sûr, et le public chante en français avec nous. Et là, j'ai des grandes émotions. Moi, qui viens du Franco-Manitoba, qui essaie de survivre en français depuis un siècle. Et là, de voir des gens partout dans le monde commencer à chanter en français, ça m'émeut profondément. Et Notre-Dame de Paris a été touchée par une actualité dramatique à cause de cet incendie, vous savez, en 2019, qui a failli d'ailleurs détruire la cathédrale. Elle a été reconstruite. Quand on a fait partie de cette troupe comme vous, est-ce qu'on est encore plus touché par ce genre d'événement? Je ne sais pas si on est plus touché que qui, parce que j'ai l'impression que les Français étaient profondément touchés par Notre-Dame de Paris. Donc, je sais que j'ai été touché. Je disais, merde, ma cathédrale qui brûle. Ma cathédrale, ma cathédrale. Oui. C'était vous le prêtre de cette cathédrale. L'archidiacre de Notre-Dame. Et j'ai pas eu le courage d'aller voir parce que j'étais à Paris ce jour-là, j'ai vu la fumée, j'ai vu les reportages télé et j'ai dit, je veux pas voir Notre-Dame de Paris brûler. Je ne suis pas allé. Vous avez été bouleversé par cette J'ai été bouleversé, je crois que tout le monde a été très bouleversé, mais moi j'ai été bouleversé. Vous auriez pu être invité d'ailleurs à la réouverture de la cathédrale en tant que figure, d'une certaine manière. Garou a chanté. Oui, Garou a chanté. Batawaji aussi qui a Garou, c'est notre flambeau, c'est notre grande star de Notre-Dame de Paris, donc c'était normal que ce soit lui, le bossu qui faisait son numéro. Alors c'est vrai que le succès continue, on l'a dit, puisque Notre-Dame de Paris sera au Palais des Congrès du 19 décembre au 4 janvier prochain. Qu'est-ce qui a changé, Daniel, sur scène principalement entre 1998, la première, et ce qu'on va voir là, au Palais des Congrès, à partir du 19 décembre? Je vous dirais très peu. Très peu, peu. La mise en scène n'a pas changé. On a serré quelques écrous, on a serré un peu la... Mais il n'y a pas grand-chose qui a changé. Le maintien d'une rigueur est toujours le même. Et, les chorégraphies pareilles, les chorégraphies sont les mêmes, et les danseurs se donnent toujours autant. Il y a toujours des blessés d'ailleurs, parce que c'est tellement dur comme spectacle. Mais non, il n'y a rien qui a changé. La musique est la même. Et le prêtre est toujours le même. Et vous êtes encore là, effectivement. Même foutu prêtre. Frollo est toujours dans la place. Mais c'est vrai que vous le précisiez tout à l'heure, vous tournez à travers le monde, en Hongrie, Shanghai, la Roumanie, en Chine. Comment le public fait-il pour vous suivre? Parce que vous ne vous adaptez pas linguistiquement parlant en fonction de chaque endroit où vous jouez. Vous ne parlez pas en hongrois, par exemple, lorsque vous faites Notre-Dame de Paris. Non, mais les gens connaissent Notre-Dame de Paris. Et ceux qui le connaissent sont... Il y a des sous-titres quand vous jouez en Hongrie, en Roumanie? Oui, il y a des sous-titres sur les écrans quand même. Mais je ne crois que les gens ne regardent pas les sous-titres, ils connaissent la chanson. Mais l'histoire est facile à suivre, c'est pas compliqué. C'est pas quelque chose. C'est d'ailleurs un des secrets du succès de Notre-Dame, c'est que c'est facile, c'est pas compliqué, c'est simple. Non, les gens, je trouve que Notre-Dame de Paris a plus de succès maintenant en français que dans les autres langues. Et d'ailleurs, quand nous sommes retournés à Londres faire Notre-Dame de Paris, où Notre-Dame avait été reçue avec... Ça avait été un peu mitigé comme réception. Et là, ça a été un triomphe. Ils nous ont vraiment... Et en français, à Londres. Ça, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Ouais, ça, c'est assez incroyable. Vos anciens copains que vous avez retrouvés là pour les retrouvailles, est-ce que vous vous voyez encore régulièrement? Vous avez dit tout à l'heure, tous ensemble, non, c'est rare. Mais vous voyez un peu, vous prenez des nouvelles les uns des autres? Oui, de temps à autre, on se croise. On se croise avec grand bonheur, régulièrement. D'ailleurs, Garou est venu voir mon concert que j'ai donné à Sherbrooke, près de chez lui, dernièrement, quand j'étais en tournée au Québec. Et je vois Bruno, souvent, ils sont au Québec. Quand je suis au Québec, on se croise plus parce que c'est plus petit. Mais je croise Hélène aussi, souvent, régulièrement. Julie aussi, régulièrement. Alors, la question vache, qui a le plus changé en 25 ans? Allez-y, vous pouvez balancer. Qui a le plus changé? Ça, c'est pas gentil. Ah non, mais c'est comme ça. Vous voulez dire physiquement ou mentalement, alors? Comme ça. Non, tout, généralement. Il y en a un qui était sympa, qui a pris la grosse tête, ou il y en a un qui pesait 50 kilos, qui en pèse 100. Ce genre de choses, non? J'ai envie d'être méchant avec Patrick, mais non. Patrick Fiori. Vous l'avez dit. Vous avez donné un nom. Alors, lequel ou laquelle a le moins bougé, a le moins changé de tous? Il y en a un ou une où vous dites, waouh, celui-là... Peut-être Bruno.
Ouais, Bruno Pelletier, ouais, c'est incroyable. Il a un peu blanchi, mais il a un peu blanchi, mais il a toujours cette élégance et cette grâce qu'il avait quand il était Gringoire au début. Ouais, et je l'ai vu quand il est arrivé. Il a refait Notre-Dame de Paris avec nous à Montréal. Et j'ai eu l'impression que c'était le même Bruno. Il arrive avec cette élégance absolument merveilleuse. Oui. Alors c'est vrai que pour vous, la tournée ne s'arrête pas là, Daniel, car dès le mois de mars, vous reprendrez la route en solo cette fois-ci avec votre spectacle Il s'aime comme avant. Alors on va donner quelques dates. Vous serez à Lyon, vous serez au Mans, à Nantes, Toulouse, Bordeaux, Biarritz, Lille et au Casino de Paris d'ailleurs, il faut le préciser, le noter dès à présent dans l'agenda, ce sera le 31 mars 2026. Comment cette tournée est-elle née ? Il y a 3 ans, mon producteur québécois m'a dit Notre-Dame, pas Notre-Dame, Il s'aime, attention, l'album qu'il a fait, cette chanson-là, à 40 ans, il faut souligner. J'ai dit, j'avais pas trop envie de refaire une tournée. Il m'a dit oui, ça va marcher, il faut le faire. Et j'ai fait, et on a été un peu sold out pendant beaucoup de spectacles. On a fait, après c'est des reprises au Québec. Et éventuellement, on a pensé peut-être que les Français auraient envie de voir le spectacle. Donc 3 années plus tard, donc 43 ans de Il s'aime, on vient en France. Alors c'est vrai, parce qu'en plus de ça, c'est vrai que c'est à partir de Il s'aime, votre chanson qui est sortie, que vous avez été complètement révélé au public francophone en France et en Europe. D'ailleurs, c'est pour les remercier en fait que vous faites cette tournée, pour remercier la France qui vous a découvert avec cette chanson. Il s'aime comme avant, c'est le titre de la tournée et c'est un petit peu ça, oui, effectivement. C'est vrai que c'est un tube incroyable, Il s'aime. Ah oui, incroyable. C'est vraiment la chanson un standard, maintenant on dit. Exactement, qui a été repris par de nombreux artistes d'ailleurs. Dion, Lara Fabian, David Hallyday. Est-ce que c'est vrai que Richard Cochiante l'a aussi adapté en italien ? Oui. C'est vrai ? Incroyable ça. On a entendu parler de ça. Si amano come prima. Ah oui. Il l'a fait en italien. Génial. Et Hélène Ségara aussi l'a repris, votre copine. Il s'aime. Elle l'a chanté aussi, Il s'aime, Hélène Ségara. Hélène Ségara, je ne sais pas, peut-être. Ah si, oui. Je vous le confirme. Tout le monde a repris ce tube. Au moins en karaoké. Évidemment, parce que tout le monde l'a. Et figurez-vous qu'hier, on avait l'humoriste Tanguy Pastureau qui était là, à votre place, et il avait une question à vous poser à propos de Il s'aime. Je vous propose de l'écouter tout de suite, Daniel, et de lui répondre après. Daniel Lavoie, bonjour, Tanguy Pastureau, enchanté. Quand j'étais petit, vous aviez ce tube, Il s'aime, qui était pour moi la chanson la plus triste du monde, vraiment, ça me faisait pleurer, vous m'avez traumatisé en tant qu'enfant. Il y avait une espèce de nostalgie planante sur cette chanson, et aujourd'hui encore, quand je l'écoute, je me souviens du petit enfant que j'étais, qui a été vraiment marqué, heurté par cette chanson. Est-ce que vous en voulez de m'avoir fait aussi mal, finalement ? C'est un humoriste, on le rappelle. Oui, non, mais je lui en veux surtout de ne pas avoir compris la chanson. Parce qu'il la réécoute aujourd'hui. C'est une chanson d'espoir, c'est pas une chanson de tristesse. Même si, c'est vrai que l'émotion qu'elle transporte, c'est quand même une émotion de guerre, et la guerre, c'est jamais très drôle. Mais c'est une chanson qui se voulait l'amour, et l'amour vainc la guerre. On s'aime malgré la guerre. On s'aime malgré la guerre, et donc c'était une chanson d'espoir. Donc je suis désolé que ça le rende triste. Il était enfant, il n'avait pas la maturité pour comprendre. Il n'avait pas la finesse peut-être qu'il a maintenant. Qu'il a aujourd'hui, c'est sûr. Ouais. Et est-ce qu'un tube comme ça, Daniel, quand on fait un tube comme ça, c'est une chance pour une carrière ? Ou est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté malédiction, un peu, un curse, comme on dit chez vous ? Est-ce que c'est un peu des deux ? Parce qu'évidemment, on est hanté par cette chanson que les gens retiennent de vous, et moins les autres. Ou au final, c'est la chanson qui vous a quand même... Je ne sais pas. J'ai vraiment... C'est une chanson que j'aime beaucoup et qui a énormément touché les gens. Donc, je me considère très chanceux, comme privilégié d'avoir eu cette chanson-là pour me révéler, parce que c'est une chanson que j'aime encore. Et Daniel, on voulait aussi vous poser cette question, vous savez, sur tous ces télécrochets qui se multiplient à travers le monde. En France, on en a quelques-uns, vous savez, The Voice, Star Academy. Vous en pensez quoi de ces pépinières de talents qui émergent à droite à gauche à la télévision ? Je ne sais pas ce que j'en pense, parce que j'y ai réfléchi beaucoup et je n'ai pas trouvé vraiment de réponse. Je pense que c'est un peu là qu'est rendu le showbiz. Avec les maisons de disques qui ont disparu grâce à Spotify, Amazon et Apple Music. Grâce ou à cause Grâce à ces compagnies qui ont repris toute la musique et qui fait qu'il n'y a plus de maisons de disques maintenant pour faire développer des artistes. Il reste que The Voice. Les talent shows. Il y a des talent shows pour révéler quelqu'un, mais hélas, je pense que ça révèle souvent des gens qui ne durent pas très longtemps.
C'est saveur de jour, mais c'est un peu l'histoire du siècle. Vous avez raison, ils sont rares les vainqueurs de The Voice qui restent encore aujourd'hui dans le circuit. On peut en citer bien évidemment, mais des vainqueurs. Kenji Girac, évidemment. Mais il y a beaucoup de vainqueurs qui sont Amir, quelques-uns, Louane, par exemple. Il y en a quelques-uns qui, normalement, auraient passé quand même. S'il n'y avait pas eu The Voice, ils auraient probablement... Oui, je crois. The Voice, c'est celle que vous préférez, The Voice ? Ce qui serait normal, puisque vous appelez Daniel Lavoie, c'est Daniel The Voice en fait. Au Québec, ça s'appelle Lavoie. Ça s'appelle Lavoie, oui. On vous appelle Danny The Voice au Québec d'ailleurs VOIX. Et moi, c'est VOIE. Oui, c'est pas la même chose. La vérité et la vie. Mais vous avez déjà envie d'être juré ou coach dans ce genre d'émission. Si on vous le propose demain, est-ce que vous y allez, Daniel ? Non ? Non. Pourquoi ? Je suis paresseux. D'accord. Raison numéro 1. Vous êtes assis. Hein. Vous êtes assis, vous écoutez des gens chanter. Ça demande énormément de temps que je n'ai pas. J'ai beaucoup de projets d'écriture, de composition, et j'ai l'impression que ça prendrait beaucoup trop de temps. Ouais. C'est très attirant parce que je crois que c'est très payant pour ceux qui travaillent là. Et vos copains Garou et Patrick Fiori, ils sont dans The Voice, l'ont fait, Garou longtemps, oui, Patrick Fiori aussi. Et ils vous ont dit que c'était bien payé, c'est ça ? Oui, allez-y, vous pouvez. Il n'y a pas de caméra. Vous n'avez pas besoin de donner leur salaire, mais c'est bien payé, effectivement. Mais je crois que c'est très bien payé, mais c'est normal. C'est des grosses télévisions qui ont les plus grosses cotes d'écoute, donc c'est normal que les gens soient bien payés. Mais cela dit, je ne crois pas. Écoute, on ne dit jamais, jamais. Et peut-être que c'est toujours une question de prix. Hein. Oui, absolument. Question de prix. On dit jamais, jamais, c'est bien. Et est-ce que vous pourriez participer à des émissions qui vous proposent un pas de côté ? On voit beaucoup aussi d'artistes qui apparaissent dans Masked Singer, par exemple. Vous savez, on m'a déjà proposé. Ah, on vous l'a déjà. Et pourquoi vous avez refusé ? Alors vous avez refusé ? Pareil, ça vous prend trop de temps ? Caché dans un costume de cosmonaute, une jonquille aussi. De courgette. Il y a 30 ans, j'aurais sauté sur l'occasion, j'aurais dit oui. Maintenant, bof. Et j'avais une dernière question à vous poser. Il nous reste une minute. Je sais que vous avez travaillé rarement seul, il y a les comédies musicales, vous avez beaucoup composé pour les autres. On ne le sait pas toujours, mais Céline Dion, Lara Fabian, Morane, Nolwenn, Florent Pagny, Mireille Mathieu, Nana Mouskouri, c'est absolument dingue. Les gens pour qui vous avez, avec qui vous avez composé. Est-ce qu'il y en a d'autres avec qui vous aimeriez travailler ? Est-ce qu'il y a une artiste ou un artiste avec lequel vous rêveriez de collaborer aujourd'hui ? Vraiment, non, j'ai été vraiment choyé. Vous avez été gâté ? J'ai gâté entre Morane et Céline Dion. Oui, ça va, vous n'avez pas eu les pires voix, effectivement. Et Isabelle Boulay aussi, que vous n'avez pas mentionné. Non, bien sûr, il y en a plein, je ne peux pas tous les dire, bien sûr. Extraordinaire. Mais... Non, j'ai été très chanceux. D'accord. Très chanceux. Et quelle relation vous avez avec toutes ces artistes ? Est-ce que, par exemple, Céline Dion, pour vous, c'est une amie ? On sait qu'il y a beaucoup, une diaspora québécoise importante dans le monde de la musique, n'est-ce pas ? Confraternité canadienne. Exactement. Daniel est du Manitoba, c'est pas pareil. C'est ça. Non, je connais Céline parce qu'on s'est croisés quelques fois, surtout au début de sa carrière, parce que ça fait des années, ça doit faire 25 ans que je n'ai pas vu Céline. La dernière fois, c'était au fête de l'année 2000, à Montréal. On avait chanté ensemble. Et avant, je la connaissais quand elle était jeune. On a fait des émissions de télévision ensemble quand elle avait 16 ans. Et quel souvenir vous gardez d'elle ? D'une fille avec une énergie extraordinaire qui savait exactement ce qu'elle allait, avec les yeux très clairs. J'ai beaucoup d'admiration pour Céline. Comme nous tous, évidemment, ici. Merci beaucoup, Daniel Lavoie, d'être passé nous voir. Je rappelle qu'on vous retrouve samedi soir sur M6. On ne rate pas les grandes retrouvailles de Notre-Dame de Paris. Le Palais des Congrès, ça démarre le 19 janvier, évidemment, et votre grande tournée solo qui débutera en mars prochain, votre retour de Chine. On vous souhaite une très belle route. Et Damien, on se retrouve dès demain avec un nouvel invité. On restera dans l'univers musical. Oscar Sisto, l'ex-professeur de la Starac, sera avec nous sur ce plateau. D'ici là, prenez soin de vous et merci de votre fidélité.